Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir franquiste encourage la délocalisation en Espagne du tournage de productions hollywoodiennes à grand budget. L'objectif est d'utiliser le soft power du cinéma américain pour transformer l'image du pays. Contribuer aussi au redressement de l'économie par l'entrée de devises et le développement du tourisme. Durant 2 décennies, la guerre froide permet alors ce rapprochement improbable entre glamour et dictature, propagande et grand spectacle. Como todos los dictadores, yo creo que Franco entendió bien el poder de comunicación que tenía el cine. Yo diría que Franco se aproxima del cine de Hollywood, de la industria cinematográfica americana, como un instrumento de su política exterior, como un instrumento de acción exterior. En el mundo de la posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es necesario sobrevivir. La única manera de sobrevivir es vincularse con el bloque que lidera Estados Unidos, y el gran instrumento de la imagen exterior de Estados Unidos es su cine. Franco, as someone who loved movies, as somebody who had actually written a film script, which was produced in Spain in 1940, saw the possibilities of foreign film production in Spain as a way to show a different side of Spain, a softer side of Spain, and also to vaunt Spanish heroes and Spanish ideas and ideals. Après 1945, la plupart des nations occidentales refusent d'entretenir des relations avec le pouvoir franquiste. Le régime s'est rendu responsable de la mort de dizaines de milliers d'Espagnols durant la guerre civile et la terrible répression qui lui fait suite. Sa proximité avec les puissances de l'Axe durant le conflit mondial est également dénoncée. Officiellement non belligérant, Franco a longtemps adopté une attitude ambiguë vis-à-vis de ses homologues fascistes, envers lesquels il conserve une dette, ceux-ci ayant aidé militairement à la victoire phalangiste. Le souvenir de sa rencontre médiatisée avec Hitler le 23 octobre 1940 dans le Pays basque est encore dans les mémoires. De même que celui de la division Azul, ces volontaires espagnols mis à la disposition de la Wehrmacht pour combattre sur le front de l'Est entre 1941 et 1943. La situación de España después del final de la Segunda Guerra Mundial y ese nivel de aislamiento que va a tener a nivel internacional es una cuestión bastante complicada. Lógicamente, España es percibida como un antiguo aliado de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini, y entonces es vista como un residuo fascista que queda en Europa Occidental. Al mismo tiempo, no ha acabado de entrar oficialmente en la guerra, y desde el año 1944-45 ya se está empezando a ver lo que después será la Guerra Fría, este gran enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque de Estados Unidos. Entonces España es un poco como ese vecino al que nadie quiere invitar a cenar a su casa, pero que al mismo tiempo tampoco vas a hacer un esfuerzo muy grande para hacerlo salir de tu edificio. Franco, farouchement anticommuniste, profite de la guerre froide pour développer opportunément une relation bilatérale avec les États-Unis. Privée de l'aide du plan Marshall, l'économie espagnole a pris un retard considérable sur ses voisins européens. Et la comédie Bienvenue Mr. Marshall, sortie en 1953, témoigne bien des attentes de la population qui rêve d'ouverture et de modernité. Despite the fact that Harry Truman personally hated Franco, he was persuaded by his advisors that Spain was too important to leave out in the cold. And so you had a move toward an agreement between the United States and Spain, the so-called Madrid Pact. So the Madrid Pact was concluded in 1953. It had been negotiated during the last couple of years of the Truman administration in 1951, 52, but it was concluded
under the administration of American President Dwight D. Eisenhower. Contre la reconnaissance diplomatique de l'Espagne et un soutien économique et militaire, les accords de Madrid prévoient l'installation sur le territoire de 4 bases militaires stratégiques placées sous le double commandement des deux nations. Située à quelques kilomètres de la capitale, la base de Torrejón de Ardoz accueille ainsi avions d'entraînement, chasseurs et bombardiers Stratojet B-47 dotés de charges nucléaires. En compensation, le pays reçoit une aide économique de près de 1 500 millions de dollars sur une période de 10 ans. Près de 7000 militaires américains s'installent alors en Espagne dans des logements nouvellement créés, accompagnés de leurs familles. Lógicamente, el establecimiento de una base americana en tu territorio siempre trae consigo una serie de cambios, sobre todo en las ciudades en las que queda instalado y después también a nivel global, incluso a nivel de cambio de mentalidad. Es algo que además a mí me toca de manera muy personal porque mi madre fue, por ejemplo, traductora para los pilotos americanos que vinieron a instalarse en la base en Zaragoza. Y lo que ella me comentaba es que cambiaron realmente la vida de la ciudad. Desde el punto de vista cultural, lógicamente donde van los americanos llevan consigo pues su cultura, se abrió una bolera, se escuchaba música de jazz, lógicamente hubo también algunos matrimonios mixtos, pero bueno, la población española inicialmente lo ve como una apuesta de la España franquista en el mapa, así que lo reciben de manera positiva. Pour accompagner ce virage économique, le gouvernement entend développer le tourisme. Il est convaincu du rôle que peut et doit jouer le cinéma en offrant une image rassurante de l'Espagne déconnectée du fascisme. Un guide professionnel est même édité à l'intention des producteurs américains. Il vante la diversité des décors, la richesse du patrimoine historique et la disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché. United Artists est le premier grand studio à engager une production d'envergure sur le sol espagnol. Alexandre le Grand, tourné par le réalisateur Robert Rossen de février à juillet 1955, doté d'un budget de 4 millions de dollars et d'une distribution internationale. Le scénario a naturellement été approuvé par le ministère de l'Information et du Tourisme, lequel examine attentivement avant chaque tournage les scripts des films proposés par les sociétés étrangères. Ces dernières sont également encouragées, pour compléter leur financement, à utiliser leurs capitaux conservés en Espagne. N'étant pas convertibles dans une autre monnaie, ces fonds dits gelés ne sont disponibles qu'en pesetas et doivent être réinvestis sur le territoire. Leur utilisation dans la production de films permet donc de les récupérer in fine au moment de leur exploitation, et ce, grâce aux recettes réalisées dans les salles du monde entier. Principalement réalisé en Andalousie et dans la région de Madrid, le tournage d'Alexandre le Grand fait événement. Il est largement relayé par la presse espagnole, mais aussi internationale. It drove home the idea that Spain is a place that Americans could go to make movies and to maybe watch Americans and British people like Richard Burton make movies, that suddenly you are seeing glamour. The beginnings of Spain as a glamorous country that would only increase
over the coming years. Me han dicho que no me quieren y de veras no lo siento. Me han dicho que no me quieren y de veras no lo siento. Por donde quiera que vaya, tengo mujeres y asiento. Por donde quiera que... Le ministère de l'Information et du Tourisme s'investit de façon encore plus importante dans le projet suivant de United Artists, Orgueil et Passion, tourné un an plus tard et interprété par Cary Grant, Sophia Loren et Frank Sinatra. Situé au début du XIXe siècle, l'intrigue met à l'honneur les résistants espagnols luttant avec héroïsme contre l'invasion des armées napoléoniennes. Dans ses démarches auprès des autorités, le réalisateur Stanley Kramer déclare être déterminé à produire un film digne de l'Espagne et à ne lésiner sur aucune dépense. Là encore, de nombreux sites espagnols remarquables sont mis en valeur. En Galice, autour de Madrid, ou en Castille, lors de l'assaut contre les murailles médiévales de la cité d'Avila, occupée par les Français. Pourtant connu pour ses convictions politiques progressistes, le réalisateur Stanley Kramer a même sollicité un entretien avec Franco afin de lui détailler le projet et obtenu de lui la garantie d'une pleine collaboration. Contre plusieurs changements apportés au scénario, consigne est donnée au ministère des Armées d'offrir toute facilité à la production, tant en hommes qu'en matériel, afin de permettre au film d'atteindre toutes ses ambitions. Sí que había contactos políticos de primer orden porque, entre otras cosas, se utilizaba el ejército en muchas ocasiones para las grandes escenas de batallas, ¿no? Para las grandes escenas de masas, pues muchas veces eran soldados del ejército español, de caballería, de infantería, que aparecían en estas producciones sin coste prácticamente. Si había que poner al servicio de una persona que iba a mejorar la imagen del régimen en el exterior cualquier institución del Estado, un lugar de rodaje, una serie de facilidades fiscales, se iba a hacer. Y el ejército entraba dentro de esta lógica. Me recuerda un poco al caso de Yugoslavia. En Yugoslavia Tito ponía también en muchas ocasiones recursos del ejército yugoslavo para el rodaje no solo de sus propias películas, sino también de superproducciones extranjeras. En 1958, une nouvelle production United Artists est initiée. Les Amours du roi d'Israël et de la sulfureuse reine de Saba, interprétée par Gina Lollobrigida. Une grande fresque biblique dont la thématique religieuse séduit naturellement le pouvoir franquiste. Un caso paradigmático fue el del rodaje de Salomón y la reina de Saba en Zaragoza, que se rodó en el Val de Espartera. Unos terrenos que en aquellos momentos pertenecían a la base militar norteamericana, que estaba instalada precisamente en la capital aragonesa. Siempre el ejército y los cuerpos de seguridad han estado asegurando el buen desarrollo de los rodajes, no solo los terrenos, sino también la mano de obra, porque muchos de los militares que estaban en la base norteamericana incluso trabajaron como extras. Estamos hablando de películas que tenían el visto bueno del gobierno. Entonces, en ninguno de los casos vemos que haya interferencias por parte de los productores con el ejército. Si es necesario, actúan en estas películas. Prácticamente lo que hacían eran casi las mismas maniobras que llevaban a cabo en su día a día, pero eso sí caracterizados con los ropajes propios de la antigüedad. Dans le sillage des superproductions, la presse internationale traque régulièrement la présence des stars hollywoodiennes en Espagne. De Rita Hayworth à Orson Welles,
Plusieurs d'entre elles développent un lien privilégié avec le pays et se passionnent pour sa culture et son folklore. Ava Gardner, certainement, devient à cette époque l'une des ambassadrices de l'Espagne les plus ferventes. Se promovía una visión de España como un país que iba hacia la modernidad, pero como un país todavía con esa autenticidad un tanto exótica que ofrecía las imágenes, por ejemplo, de las corridas de toros tan habituales. Todas las estrellas de Hollywood iban a la plaza de toros a ser filmados y, en cierto modo, ahí se veía también esa dimensión turística y exótica de España como un lugar atractivo. La historia de Ava Gardner en España es fascinante. Durante los años 60 ella fue una de las figuras fundamentales de todo el ambiente cultural y también del ocio madrileño, sobre todo, porque durante esos años Ava Gardner y también pues otras grandes figuras, ¿no?, que frecuentaban sobre todo la capital española, crearon un fuerte vínculo con el país y sobre todo pues de alguna manera dieron vida a todo lo que era el ambiente madrileño de aquellos momentos. Ava Gardner a 27 ans lorsqu'elle tourne le film Pandora à Tossa de Mar sur la Costa Brava. Rien de ce que j'avais fait avant ni après n'a eu un tel impact sur moi, écrira-t-elle plus tard. Tous les soirs, le ciel s'emplissait d'étoiles et les bars et caves de chants flamenco et de danses gitanes. Les courses de taureaux constituaient des spectacles pleins de beauté et de passion, comme les fiestas, avec toute la population qui se parait de merveilleux costumes. Alors qu'elle est mariée à Frank Sinatra, une aventure sans lendemain avec son partenaire, le torero Mario Cabret, défraie la chronique. 2 ans plus tard, c'est Luis Miguel Dominguín, considéré comme le plus grand torero du monde, qui devient le nouvel amour de sa vie. En 1954, Ava Gardner trouve son plus grand rôle lorsqu'elle incarne la danseuse de flamenco Maria Vargas dans La Comtesse aux pieds nus. Et l'année suivante, elle quitte finalement Hollywood pour s'installer dans la banlieue de Madrid. Celle que la publicité surnomme le plus bel animal du monde devient dès lors la reine des nuits de la capitale. She looked at me for no longer than the beat of a heart, and I knew I would remember her as long as I lived. Lors de leur séjour, stars et personnalités publiques prennent leur quartier dans les luxueux palaces madrilènes, comme le Ritz ou le Castellana Hilton. Ce dernier est l'un des plus fameux. Première chaîne hôtelière américaine, Hilton a décidé de développer des établissements hors de son territoire. Celui de Madrid est le premier en Europe. En juillet 1953, il est inauguré par Conrad Hilton en personne, en présence de Gabriel Arias Salgado, numéro 1 du ministère du Tourisme et de l'Information. Alors que le pouvoir franquiste multiplie les opérations de séduction pour positiver son image, un événement majeur se produit à la fin de l'année 1959. La visite officielle du président américain Dwight Eisenhower. Engagé dans une grande tournée diplomatique à travers la planète, il a accepté de faire étape à Madrid, où il défile triomphalement à côté de Franco et adresse au peuple espagnol, venu en masse lui rendre hommage,
la promesse de liens renforcés. La visita de Eisenhower se produce a finales, el 21-22 de diciembre de 1959, y es verdaderamente un antes y un después en lo que es la política exterior y la imagen exterior del régimen franquista. Y es una manera de decir, bueno, ya estamos plenamente integrados en la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, el gran general de la Segunda Guerra Mundial, viene a visitarnos y se pasea por todo el centro de Madrid en un coche descapotable junto a Franco, saludando a la multitud. Es una manera de decir, bueno, ya somos aceptados prácticamente a un nivel de igualdad entre estos dos viejos generales. There were delicate negotiations, and a terrible sticking point in all of this was Spain's treatment of its religious minorities. And Eisenhower, made clear to the foreign minister, Castilla, that unless there was movement on the part of Franco in terms of liberalizing policies towards non-Catholic minorities in Spain, that there wouldn't be a visit. And Castilla kept pushing Franco, who was very reluctant, and ultimately, Franco promised that a process would begin, a process that would go on for more than a half decade, until in 1967 you would see a law on religious liberty, which was an earthquake for Spain. À la même époque, l'incursion d'Hollywood en Espagne franchit une nouvelle étape. Avec l'arrivée de Samuel Bronston, un producteur hollywoodien indépendant. Fresque patriotique à la gloire de la Navy, son film est parrainé par l'amiral Nimitz, et de Rockefeller à Dupont de Nemours, plusieurs grandes fortunes américaines ont investi dans sa production. The question was where to film John Paul Jones. The original idea was to film it in the United States, but Bronston found himself seated at a State Department dinner next to the Spanish ambassador to the United States. And in the course of their conversation, the ambassador suggested, well, why don't you come to Spain to make your film? We have the facilities for you. And Bronston could see that the opportunity was there. Moreover, his investors included people who had money tied up in Spain, who had frozen funds of their own that they wanted to get out. So the stars were aligning. Tandis que d'autres scènes sont également tournées aux États-Unis, en Angleterre et en France, l'équipe du film s'installe pour de longues semaines dans les studios de Séville, à Madrid et surtout dans le port de Dénia, non loin de Valence, où la population locale est largement sollicitée. Très vite, Samuel Bronston comprend que cette expérience au sud de l'Europe constitue en réalité l'opportunité de sa vie. As Bronston was completing the film, he came to the realization that instead of having a runaway production, which is what these American films in Europe were called, runaway productions, running away from Hollywood, that is, that he could run completely away, establish a runaway studio, an American studio based in Spain. He realized that the Spanish government could welcome him. Sophistiqué, s'exprimant avec un accent d'Europe de l'Est, Bronston est un personnage fascinant. De son vrai nom Samuel Bronstein, il naît le 26 mars 1908 en Bessarabie, actuelle Moldavie. Issu d'une famille pauvre de 9 enfants, de confession juive, il serait aussi le neveu de Léon Trotsky. Émigré en France, il a finalement rejoint Hollywood où, après quelques succès d'estime, sa carrière marque le pas depuis quelques années. You know, my father had a very, very difficult origin in the movie industry. He was always an independent. And I remember as I was growing up, he would spend endless hours sitting by a telephone in our home in Beverly Hills, waiting for a call to come for some project that he was working on. He was always an independent. And I remember as I was growing up,
he would spend endless hours sitting by a telephone in our home in Beverly Hills, waiting for a call to come for some project that he was working on. But because he wasn't a major studio producer and was trying to establish something on his own, it was a very, very arduous, kind of an experience. And once he was able to establish a foothold in Spain and began to put together the team, the machine to create the projects that he mounted, things got better rapidly, extremely rapidly. Installé à Madrid, Bronston s'adjoint plusieurs collaborateurs. Philip Jordan notamment, célèbre scénariste américain qui supervise l'écriture des scripts et fait bénéficier les productions de son carnet d'adresses hollywoodien. Michal Waginski également, véritable numéro 2 qui prend en charge nombre des questions artistiques tandis que Bronston se concentre sur le montage financier. Juif polonais, ancien réalisateur, il se prétend prince de sang et catholique. À Rome, il s'est imposé dans le milieu du cinéma en collaborant au casting de prestigieuses productions américaines. Très rapidement, en fait, pour les Américains, Michal Wacinski est notre homme sur place. C'est l'homme qui sait trouver les comédiens et les comédiennes. Entre autres choses, on peut attribuer à Michal Wacinski, c'est compliqué de l'attribuer de manière certaine, la paternité de certaines choses, mais c'est très très vraisemblablement lui qui découvre Sophia Loren. Il y a aussi, bien évidemment, chez Wacinski, un réel talent pour se faire bien voir auprès des grands réalisateurs. Michal Wacinski arrive à trouver sa place dans l'ombre de Welles, comme plus tard, il va trouver sa place dans l'ombre de Mankiewicz. Wacinski apparaît même dans une scène de figuration de la comtesse aux pieds nus. C'est un mythomane, mais il y a un véritable talent chez lui pour se faire apprécier des grands réalisateurs. Le tournage du Roi des Rois, première production en Espagne de l'équipe Bronston, commence au printemps 1960. Réalisé par le vétéran Nicolas Ray, le film est inspiré du Nouveau Testament et fait le récit de la vie du Christ, de sa naissance à sa crucifixion. Un sujet propice à une fresque cinématographique ambitieuse, mais aussi capable d'emporter l'adhésion du pouvoir dont la ferveur catholique est connue. Il permet aussi de magnifier les paysages espagnols, de la Sierra Guadarrama à la région de Tolède, aux collines de Chinchón, près de Madrid, du haut desquelles le comédien Jeffrey Hunter prononce le fameux sermon sur la montagne du Christ devant 5000 figurants. Pour donner toutes ses chances au projet, Bronston a même sollicité le parrainage du Saint-Siège, avec lequel il a tissé des liens étroits depuis quelques années. My dad went to the Vatican and he spent probably close to a year there with his brother Alex. And they shot maybe a dozen 15-minute films that were used for educational purposes, and these metal boxes of a couple of hundred slides of everything you can imagine in the Vatican. He was not a religious man, and he essentially adopted an identity as a Catholic penitent, so to speak, in this relationship with the Vatican. He became very close with John the 23rd, and he essentially signed off on the King of Kings script. John signed off on the script. Le Roi des Rois rapporte près de 3 fois son coût dans la seule Amérique du Nord. Et le tournage qui a duré des mois a constitué une véritable manne financière pour le gouvernement espagnol. My God. My God, why have you forsaken me? Mais le projet suivant de Bronston va rencontrer un écho encore plus grand auprès de Franco, qui déclare même sa production d'intérêt national. Le choix du producteur s'est porté sur le personnage historique de Rodrigo Díaz de Vivar,
dit El Cid. Au fil du temps, ce chevalier mercenaire qui s'illustra au XIe siècle en s'emparant de Valence pour en chasser l'envahisseur maure est devenu une figure légendaire. Il a inspiré toute une littérature de fiction qui amplifie ses exploits et romance sa vie amoureuse aux côtés de son épouse Chimène. You shouldn't have come. Then I'll go. Avec le Cid, Bronston sait qu'il tient un vrai héros espagnol, renvoyant à un grand récit national. Autour d'Anthony Mann, metteur en scène chevronné, auteur de westerns de grande classe, le producteur dispose cette fois d'un casting haut de gamme. Sophia Loren, étoile montante du cinéma italien, tout juste âgée de 26 ans. Et l'imposant Charlton Heston, qui vient de remporter l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Ben-Hur. L'un des plus éminents médiévalistes d'Espagne, Ramón Pidal, est sollicité pour son expertise. Pour donner toute sa dimension à l'épopée du Cid, les besoins en figuration sont énormes. Mi padre en el cine lo que se dedicaba era a coger gente extras. Se necesitaba mucha gente. En cada pueblo había un jefe de grupo que se dedicaba a tantas personas. Llegaba al orden. Mañana necesitamos 500 personas. Un autobús al Bellón, otro autobús a Pedrezuela, otro autobús al Navarrofuente, otro autobús a Colmenar Viejo, otro autobús tal. Se cogían esas 400 personas de cada pueblo y se iban en autobuses a los rodajes. Una familia que a lo mejor trabajaba 3 de la misma familia en un día ganaban 1.500 pesetas. En una semana se sacaban a lo mejor pues 7.500 pesetas, cuando el sueldo de un mes eran 3.500. Era fantástico. Habíamos venido de una guerra civil española que había terminado justamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y España nos quedamos aislados totalmente. Hasta que no vino Eisenhower y llegó a Madrid y ya abrió un poco las puertas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo nunca había oído hablar en inglés. Y fue la primera vez que hablé en inglés y yo decía, ¿este que me está hablando? Yo no sabía lo que me hablaban. Yo creo que venir aquí, esas producciones tan grandes a España, nos abrió totalmente. Nos abrió al mundo exterior. Nos abrió porque todas las películas que había se rodaban en España para Hollywood. O sea, éramos el plató del mundo. ¿Qué vas a pedir más? Dans le film, Heston et Loren partagent la vedette avec les plus beaux fleurons du patrimoine architectural espagnol. À Ampudia, à Torero Baton, à Manzanares ou encore à Belmont, où la scène du tournoi nécessite une semaine entière de tournage et mobilise la totalité de la population. Empezábamos a grabar a las 10 de la mañana. Se paraba a la hora de comer y después por la tarde otra vez a rodar hasta las 5 y media de la tarde. Y estuvimos, pues como yo diría que estuviéramos 15 o 20 días grabando, por el dinero que yo gané. Siempre teníamos que tener los mismos sitios y estar sentados a la misma hora, y derechitos y bien. Cuando nos rodábamos podíamos comer pipas o podíamos movernos, pero cuando era el rodaje, el mismo sitio, el mismo vestido y todos quietos.
España y la gente que trabajaba se quedó aquí en Belmonte. En todas las casas tenían casi siempre unas personas cogidas como si fuera un hotel, una pensión. A casa de mis padres había 2 extras y un periodista, porque había muchos periodistas y mucha gente. El pueblo entero se volcó en el CID, Belmonte entero. El CID fue económicamente, fue también muy bueno para Belmonte, porque en todas las casas se ganó dinero. Pues hombre, yo me sentía muy importante. Hombre, pues yo tenía entonces 20 y tantos años, no había visto nunca grabar una película, era todo nuevo para mí. Y con esos caballos, esa gente, tanta gente, porque había comedores de 1000 personas y de 2000 personas, y me dejó muy impresionada. Cuando estrenaron el CID en Madrid, la primera vez, yo sentí mucha emoción, porque era una película que te recordaba al pueblo, al castillo, a tus amigos, a lo que habías vivido antes, a lo que habías vivido cuando estabas actuando. Entonces, para mí fue una alegría grande y nos encontramos con gente que vivían en Madrid, que ellos vivían en Madrid y que iban también a ver la película. Para nosotros fue una cosa muy grande, ¿eh? Ver aquel cine. Primeramente tampoco íbamos a Madrid al cine en aquella época, yo creo que era la primera vez que iba al cine, y luego a ver al CID, que era una película de lo más grande que había en toda España, cuidado. Figurait l'ancienne cité fortifiée de Valence, la ville de Péniscola, sur le littoral méditerranéen, a été choisie. Cette nouvelle séquence, la grande bataille contre les envahisseurs maures qui précipitera la fin du CID, doit constituer le clou du film. Son tournage est celui de tous les records. Là encore, les besoins en figuration sont énormes, à tel point que la récolte des oranges aurait été retardée. Il a fallu dissimuler tous les bâtiments modernes derrière une imposante muraille artificielle bordant la mer, construite durant des mois par 400 ouvriers. La 31e division de Valence de l'armée espagnole a également été mobilisée, ainsi que 500 cavaliers de la garde municipale d'honneur de Madrid. Samuel Bronson era diferente a todo lo que se había hecho con anterioridad porque estableció un vínculo muy cercano con España. La población española, cuando ve esas películas además realizadas con unas producciones de alto nivel, porque es un productor llegado desde Hollywood, el que cuenta una historia del propio país, pero además con esos grandes decorados, un poco pues se siente orgulloso. El público se siente español, se siente orgulloso de todo lo que está mostrando, porque además es una historia de sus raíces, de su país, y de alguna manera pues todos son beneficios, porque están contándonos una historia nuestra y al mismo tiempo pues está generando trabajo, porque la verdad es que, por ejemplo, la película El Cid tuvo diferentes localizaciones y lo cierto es que movió económicamente, fue todo un aliciente en los lugares donde se desarrolló. El gobierno era lo que quería, era que hiciera publicidad de España, que dejara dinero también en el país y al mismo tiempo pues que contara historias con las que el público pues empatizara, sobre todo porque eran esas grandes ficciones históricas que tanto impresionaban, y además con actores internacionales, actores de Hollywood. El Cid was the pinnacle of Bronston's partnership with the Franco regime. It was the perfect subject matter. It made great use of Spanish locales, castles,
beaches and the like. And from a political messaging standpoint, Franco could not have been more happy with the depiction of Spain as the bastion, as the defender of Christian European values against the Muslim hordes coming up from Africa. Malgré les libertés prises avec l'histoire, notamment le fait que le Cid ne périt pas à l'issue du siège de Valence et qu'il combattit également aux côtés des Arabes, le film constitue une époustouflante réussite artistique. Applaudi avec fougue à Madrid lors de son avant-première, il connaît aussi un grand succès critique. Et ses chiffres d'exploitation, partout dans le monde, dépassent toutes les attentes. Le miracle du Cid, c'est à la fois de coller à la grande forme hollywoodienne et de respecter son pays d'accueil, en lui offrant l'une des mises en scène les plus convaincantes de sa propre mythologie. Et ce qui en fait aussi la grandeur, au-delà de la mise en scène extrêmement inspirée d'Anthony Mann, c'est que c'est pas seulement une histoire romantique, c'est la concrétisation du personnage tragique par excellence. C'est-à-dire l'homme qui se sacrifie et qui, même mort sur son cheval, continue de se sacrifier. C'est un film d'une extrême noirceur pour une production aussi onéreuse. Et c'est ce que font producteurs et réalisateurs. Un film qui serait d'Europe centrale, hollywoodien et espagnol. Ce cocktail improbable donne ce film unique. Pour le gouvernement espagnol, Samuel Bronston est devenu un partenaire incontournable. Sa collaboration dépasse la simple production cinématographique. Il agit aussi en tant qu'intermédiaire pour aider à l'importation de certains produits et matières premières que l'État peine à se procurer. Avancées en dollars, les sommes lui sont ensuite remboursées en pesetas, augmentées d'une commission substantielle. The Spanish government was providing Bronston with special import licenses. This is something that they did not do ordinarily with American producers. Franco gave him the ability to import 10% of all Spanish oil. I believe that was the amount. And it was an enormous injection of dollars into the Spanish economy and into my dad's production operation. Tant sur le plan économique qu'éditorial, les activités de Samuel Bronston en Espagne semblent donc répondre idéalement aux besoins du pouvoir franquiste, lequel, contre toute attente, s'accommode d'une situation surprenante. Officiellement auteur des scripts, Philip Jordan délègue leur écriture à des scénaristes blacklistés comme Bernard Gordon. Alors que la guerre froide a créé le contexte permettant la production des films, ces derniers sont en fait écrits par des communistes convaincus, désormais en résidence à Madrid. As part of this delicious irony, the Franco regime was indeed aware of their presence, but they tolerated them because, well, they were doing the regime's bidding. And they weren't walking around singing the Internacional or anything along those lines. Devenu une personnalité de la vie madrilène, Samuel Bronston est même décoré de la médaille d'Isabelle la Catholique par Fraga Iribarne, nouveau ministre de l'Information et du Tourisme.
Le producteur fournit par ailleurs gracieusement au régime plusieurs documentaires de propagande destinés à être diffusés dans le circuit des ambassades. L'un d'entre eux rappelle l'origine espagnole des grandes missions catholiques de Californie. Un autre vante la richesse et la diversité des traditions espagnoles. Un autre encore, de manière beaucoup plus discutable, célèbre l'accomplissement de la vallée de los Caídos, inaugurée par Franco le 1er avril 1959. Soi-disant prévu pour recevoir les dépouilles des victimes catholiques de la guerre civile, ce mausolée fut construit par près de 20 000 prisonniers politiques républicains, condamnés aux travaux forcés. Pour le nouveau projet de la Samuel Bronston Company, Philippe Jordan et le réalisateur Nicolas Ray ont convaincu Charlton Heston de reprendre le chemin de Madrid. Situé en Chine, à la fin du 19e siècle, les 55 jours de Pékin racontent la résistance héroïque des ambassades étrangères lors de la révolte des boxeurs. À Las Matas, aux portes de Madrid, sur un terrain d'une centaine d'hectares, Bronston a fait construire un décor monumental reproduisant à l'échelle la cité interdite. 55 Days of Peking tuvo algún pequeño problema, el problema de la figuración. Los chinos. Necesitábamos muchos chinos y no teníamos en España suficientes. Teníamos chinos de aquí de Madrid, chinos de Barcelona, chinos de Lisboa, trajimos chinos de Londres también, y al final trajimos hasta una colonia de peruanos que había aquí en España y que tienen unos rasgos más parecidos a los chinos, y entonces los utilizamos también, porque no había bastante, para obtener por lo menos para los primeros términos. Cuando estábamos general, pues teníamos 1.500 españoles vestidos de chinos con una especie de pelucas, que todo era esto limpio, cortado, y la coleta, y parecían chinos de lejos. Durant le tournage, les difficultés s'enchaînent. Épuisé, en proie à la dépression, Nicolas Ray sombre dans la drogue et l'alcool et doit être remplacé. Devant le retard accumulé, Andrew Marton, qui lui succède, a pour mission de boucler rapidement le film. Le décor doit en effet disparaître afin de laisser place à la production suivante, dont les dates ne sauraient être déplacées. Pour la chute de l'Empire romain, dont les préparatifs commencent aussitôt sur le même terrain, c'est le forum tout entier que le producteur a cette fois demandé à ses équipes de reconstituer. 21 bâtiments, dont le célèbre temple de Jupiter, et plus de 300 statues. Pas moins de 3000 ouvriers sont employés sur le chantier. De Sophia Loren à James Mason, d'Alec Guinness à Omar Sharif, le casting propose aussi une surenchère de stars. Comme le vante son dossier de presse, La chute de l'Empire romain s'annonce comme le film de tous les superlatifs. Il donnera au public le meilleur de Bronston, surpassant en démesure tous les projets précédents. He was able to create these spectacular stories in a country where the costs were negligible, where the manpower was infinite, where the craft's capacity was infinite. I mean, the ability for people to generate costumes, thousands of costumes, the ability to mobilize hundreds and thousands of horses, the ability to essentially house, feed, pay hundreds and hundreds of people. I mean, at times there were 7,000 people on a set, 5,000 to 7,000 people. It was an army.
Las películas españolas que estábamos, pues éramos una película, normalmente un equipo de 30 personas, pero en esta película americana de Broston, 150, 200 personas, además muy divididos en equipos. El de americano lo aprendí de ellos, lo teníamos que aprender además a marchas forzadas, porque tenías que ser parte del equipo y trabajar al estilo americano. Teníamos a veces 10, 12, 15 actores principales y 2.000 figurantes. Tienes que preparar todo eso para que a las 8 de la mañana esté la figuración. Tienes que traerla de 50 kilómetros. Tienes que vestirla, maquillar, actores. Tienen que venir a su hora, el transporte, coches, desayunos y que tener plató. Teddy Villalba, Gil Parrondo, Julián Mateos, por supuesto Pepe López Rodero. Realmente las películas de Broston nos dio oportunidades a muchos españoles para ascender en nuestra posición. Al principio venían técnicos ingleses, americanos, italianos y poco a poco venían mucho menos porque íbamos ocupando los puestos, porque aprendimos a hacer el cine americano. Conçus par Veniero Colasanti et John Moore, décors et costumes sont un élément clé de l'identité visuelle des productions Bronston. Atteignant cette fois la somme délirante d'$1 million, les décors de la chute de l'Empire romain constituent l'une de leurs réalisations les plus folles. Lorsqu'on parle des décors et des costumes dans les productions Bronston, nous parlons d'un domaine de la production qui n'a été traité comme aucun autre dans quasiment l'histoire du cinéma. Pour une raison simple, c'est qu'il y avait 2 chefs décorateurs attitrés dans les productions Bronston, Veniero Colasanti et John Moore, 2 décorateurs extrêmement talentueux. Pas loin du génie dans leur genre, parce que, d'ailleurs, les films l'attestent. Je veux dire, revoyons La chute de l'Empire romain ou le Cid, ça vole très haut en matière de décors et de costumes. Simplement, quand on parle de décors, nous parlons de décors construits en dur, sachant que les décors étaient construits avant même l'écriture du scénario. Cela, quand même, posait des contraintes évidentes, c'est que, une fois que votre décor est là, il faut bien que les scénaristes s'adaptent. Soudain, on a l'impression de se retrouver au Monopoly, vous savez, ou au Monopoly, quand vous tirez la bonne carte, enfin, vous passez toujours par la case départ. Et en fait, il y a un moment, à la chute de l'Empire romain, on passe toujours par la case forum, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? À quoi bon ? Qu'est-ce qui leur prend ? Ce qui leur prend, tout simplement, c'est que comme ce forum a été construit avant l'écriture du scénario, qu'il est en dur, qu'il a coûté une somme impensable et jamais vue dans l'histoire du cinéma, faut bien l'utiliser. Pour Bronston, le décor est une pièce essentielle de son montage financier. Dès son achèvement, il en propose des visites privilégiées à ses investisseurs potentiels afin de les impressionner et de motiver leurs engagements sur le film. He invited to Spain all the top distributors from all over the world to show them the sets that he had built in order to get them to buy the film. And so the money came at the front end of the films based on his showing them what he would deliver to them within a year. Le système Bronston est pourtant en train de trouver ses limites. Pour couvrir les problèmes de trésorerie, il faut sans cesse initier de nouveaux films. Parallèlement à la chute de l'Empire romain, démarre à Barcelone le tournage du plus grand cirque du monde, réalisé par Henri Hathaway. Comme il se doit, le casting est 3 étoiles, avec John Wayne, Rita Hayworth et la sensuelle Claudia Cardinal. Dans le même temps, s'organisent aussi à Madrid ou à Londres les premières projections des 55 jours de Pékin. Une course en avant.
Lorsque Michal Waginski décède brutalement d'une crise cardiaque, Bronston découvre que celui-ci, perdu dans ses rêves de grandeur, détournait depuis des années les fonds de la société. Amateur d'art, il s'adonnait même au trafic de contrefaçons, comptant son employeur au nombre de ses victimes. Michal Waginski a beau être un mythomane, tout le monde en Espagne s'entend l'a cru. Lorsqu'il meurt en 64, il y a une très importante cérémonie religieuse et il y a toutes les huiles franquistes qui sont là pour saluer une dernière fois ce prince polonais catholique. Trahi par son plus proche collaborateur, Bronston doit aussi affronter les échecs successifs de la chute de l'Empire romain et du plus grand cirque du monde, qui ne rapporte pas les recettes escomptées. Couvert de dettes, il tente sans succès de négocier auprès de ses créanciers. La déroute est totale, et le producteur entraîne dans sa chute son investisseur historique, Pierre Dupont, troisième du nom. À la tête de la société Dupont de Nemours, celui-ci imprudemment a donné sa garantie financière. What DuPont's people found out was that Pierre DuPont III, who had assumed that Bronston was a money machine and that he would have no personal liability, found himself on the hook for approximately $29,1964 at minimum. He was so furious that he hired a full-time lawyer to prevent my father from ever borrowing another dollar again, ever. And he was never able to work again, although every day he was planning to launch the next production. Avec la chute de l'Empire Bronston, une page de l'histoire d'Hollywood se tourne définitivement. Plus jamais un tel faste ne s'étalera sur un écran de cinéma. Martin Scorsese, qui s'impliquera personnellement dans la restauration du CID dans les années 1990, déclarera que ces quelques films recèlent en eux la beauté d'un art perdu. Pouvoir franquiste, cette opération de séduction a été une totale réussite. Dans la foulée de Charlton Heston, Ava Gardner et John Wayne, près de 4 millions de touristes américains prennent le chemin de l'Espagne au cours des seules années 60. En moins de 2 décennies, l'image du pays à l'étranger s'est totalement transformée et sa croissance est devenue l'une des plus fortes de la planète. Lors de l'exposition universelle de 1964 à New York, des dizaines de millions de visiteurs se pressent au pavillon de l'Espagne pour découvrir ce que l'on appelle désormais le miracle espagnol. À l'époque, se souviendra Ava Gardner dans ses mémoires, c'est toute la Costa Brava qui ressemblait à un seul et long décor de cinéma.